et bienvenue dans le podcast Culture PSG du mardi 27 mai 2025. Nous sommes à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. On fait un podcast un peu spécial ce soir. On reçoit Victor, donc le faucheux de premièretouche.com que vous connaissez depuis des années, qui a beaucoup étudié le système de Simone Inzaghi. On va donc en parler ce soir. Ce sera notamment l'approche défensive d'Inzaghi par rapport aux adversaires et comment il pourrait évidemment s'adapter par rapport à ce que le PSG va proposer, comment le PSG peut faire mal à l'Inter Milan, parce que l'Inter Milan n'est pas non plus une équipe parfaite, l'équipe parfaite n'existe pas, comme vous le savez. En tout cas, si vous nous écoutez régulièrement, on le dit quand même souvent. Et je suis désolé pour la pub, ça je sais même pas comment on le gère. Bref, on a d'autres soucis. Mais en tout cas, Victor, Inzaghi est arrivé à la tête de l'Inter en 2021. C'est sa 4e saison. Il a fait finale de Ligue des Champions en 2023. Bon, l'an dernier, il est tombé dans les pièges, dans le piège et les griffes de Diego Simeone, hein. C'est arrivé à d'autres avant lui. Cette année, quand même, a été assez intéressante. Mais est-ce que tu veux un peu présenter, une nouvelle fois, je suis désolé, les grands principes de Simone Inzaghi, l'entraîneur, que Leonardo avait pisté à l'époque pour être le coach du PSG, puis finalement, ça s'était pas fait. On t'écoute un peu sur ce bon vieux Simone Inzaghi. Simone Inzaghi, c'est un entraîneur qui est vraiment très intéressant parce que de prime abord, on pourrait croire qu'il est un petit peu rigide, étant donné qu'il a un système qui est le 5-3-2 ou le 3-5-2 avec un 6-2 milieu offensif et deux attaquants. Il s'est fait connaître notamment avec des joueurs comme Milinkovic-Savic dans le rôle qu'occupe plus ou moins Barella aujourd'hui à la Lazio. Et c'est une chose qui lui a été reprochée, notamment à l'Inter, lorsqu'il y a eu une petite crise de résultats l'année de la première finale en 2023. Euh, on pourrait croire qu'il joue tout le temps dans le même système, mais en fait, mis à part le système sur la feuille de match, tout change selon l'adversaire, que ce soit la hauteur de bloc, l'animation, la façon d'animer la ligne défensive, et bien évidemment en fonction des caractéristiques collectives et individuelles de l'adversaire. Et il n'y a qu'un pas pour lier ça avec le fait que c'est un entraîneur qui, notamment dans les coupes, a un record vraiment très très costaud, qui faisait déjà sa réputation à la Lazio et qui lui a donné la possibilité d'aller à l'Inter. Et là, ça fait quand même 2 finales en 3 ans. Et même le huitième d'ailleurs contre Liverpool la première année était quand même assez serré. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est un entraîneur forcément qui va préparer quelque chose d'intéressant contre Paris. Et là, cette année, c'est un peu l'objet de l'article. L'Inter, connaît différentes petites misères, est beaucoup plus entreprenant défensivement qu'on pourrait le croire sur la sensation qu'on a sur le direct. D'accord. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Simone Inzaghi est connu depuis des années pour jouer dans son système, savoir 5-3-2. Parmi les intangibles du système Inzaghi, notamment le duo d'attaquants et les trois milieux de terrain. On est d'accord, c'est un peu la base finalement du système Inzaghi, quoi. Mhm. Et on va voir que même ça, ça a presque été changé, là. D'accord. Dans les thèmes, tu me disais, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, l'Inter s'est baladé dans la phase de poule qui finissent à la 3e place, si je me trompe pas, ou 2e ou 3e. Ensuite, ils ont joué en 8e de finale le PSV ou le Feyenoord. Feyenoord. C'est ça, PSV, non? Feyenoord? Oh, je sais Feyenoord, plus. Feyenoord. Feyenoord, pardon. Ils s'en sont sortis évidemment sans problème. Ils ont gagné 2-0 là-bas et après 2-1 le retour ou 3-1. Bref, voilà. Et est arrivé le premier gros test, donc c'est le quart de finale. Ils jouent le Bayern avec l'aller en Bavière, retour à Milan. Et le Bayern a donc été vaincu à domicile par les troupes de Simone Inzaghi. Est-ce que tu veux présenter un peu ce qu'il a tenté de faire? Est-ce que tu veux est-ce que je mets ce schéma-là par exemple pour expliquer comment l'Inter a gêné et a été gêné? On t'écoute. Quel est Alors, où tu veux que je mette je me branche sur le Twitch. Oui, ce schéma est plutôt représentatif. voilà. En fait, on peut faire un lien entre ce match et la finale de la Champions League 2023, où quand même l'Inter est pas passé loin de la prendre. Oui. Après un parcours aussi où Inzaghi a montré sa flexibilité tactique. Petite parenthèse, par exemple, Inzaghi, il s'est jamais fait éliminer en poule de la Champions League. Il y a des entraîneurs de stature mondiale qui peuvent pas en dire autant. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un qui surprend souvent l'adversaire. Et contre Manchester City, juste petite incise sur cette finale, Oui. l'approche défensive de l'Inter avait beaucoup surpris Guardiola, de son propre aveu. Guardiola avait fait son plan spécial 5-3-2 bloc bas. C'est pour ça qu'il n'y avait pas Walker, notamment sur le terrain. Et l'Inter, pour différentes raisons, mais surtout les profils des joueurs de City, notamment Haaland, avait pris le risque
de défendre très haut et Voilà. avait notamment volé quelques ballons en deuxième mi-temps comme celui-là, Je vous ai mis là un qui est la plus belle gif. occasion de l'Inter. Voilà, le gif où on voit l'Inter qui va chasser très haut et pas du tout en bloc bas City et qui les fait reculer au point que Lautaro bah, justement se retrouve à aller devant les 6 mètres pour aller défier Ederson qui sort très bien. Voilà. Bon, je vais vous le couper parce que sinon la chaîne va sauter dans les 3 minutes. Mais voilà un peu le genre de choses que l'Inter avait proposé à l'époque, à savoir une animation défensive loin d'être celle qu'on avait imaginée, loin d'être ce bloc bas que tout le monde avait supputé avant la rencontre. Revenons à nos Exactement, moutons. et À nos moutons. Euh, L'aspect, là, l'Inter joue donc à ça doit être le match retour si je me trompe pas plutôt. c'est le Euh, match aller. Ça c'est match aller. Ah oui, c'est vrai que le Bayern joue en blanc en Ligue des Champions, c'est ça qui m'a trompé. Ouais, trop bien le gif, mais bon, je vous l'ai mis une fois. Normalement, je pourrais pas les mettre les gifs parce que sinon la chaîne elle va se faire striker assez vite. Voilà. Je disais, le match aller, on est en Bavière. L'Inter joue avec son équipe type à peu de choses près, hein, et se déploie donc en 5-3-2 comme d'habitude. Vous pouvez voir, attendez, on va faire sortir la palette à goguet. Donc vous avez évidemment les trois arrières centraux qui sont là. Vous avez le central gauche qui, si je me trompe pas, quoique non, je vous ai dit une bêtise, justement, le central gauche et assez haut sur le terrain, c'est celui en rouge que je viens de encadrer qui est Bastoni. Mais est-ce que tu veux décrire vraiment la partie intéressante? C'est justement ce central gauche Bastoni et le milieu le plus reculé qui est Çalhanoğlu, qui est pratiquement au marquage de, bah, ça doit être Leroy Sané à cet endroit du terrain, c'est ça? De Guerrero qui était 10 ce Ah soir-là. oui, c'est Parce vrai, que beaucoup d'absents côté Bayern. et même côté Inter, et en fait, les absents laissaient deviner, on pouvait l'anticiper, que l'Inter allait être entreprenant, ce qui n'a pas manqué d'être sur ce match-là, parce qu'en fait, le Bayern ce soir-là, parce que le Bayern de compagnie, c'est quand même une équipe assez tranchante et assez verticale, le PSG en sait quelque chose. Et donc ce soir-là, les absents, il y a Davis, il y a Coman, euh, il y a un troisième qui est rapide, qui m'échappe. Musiala, Euh, et oui, il y a Moussiala, qui est donc pas n'importe qui. et le gars qui donne les ballons en profondeur. En tout cas, l'Inter ce soir-là, le Bayern, pardon, ce soir-là, est privé de sa capacité verticale. Et Michael Olise, qui a pris une place assez colossale avec toutes les belles choses qu'il a fait au Bayern, c'est un joueur qui a énormément de qualité. Mais c'est pas un joueur qui est très bon dans les grands espaces et qui est très bon lorsqu'il est lancé. C'est plus un joueur qui est efficace, entre guillemets, à l'arrêt. Et comme Je, par hasard, dans cette configuration, je vous l'ai mis en bleu au Inzaghi va lycée. monter son bloc et Voilà, au lycée, c'est celui qui longe la ligne ouais. côté droit. Voilà, je l'ai mis là. C'est Donc, pour ça qu'en fait Bastoni est sur Olise et Barella sur Kimmich sont avec des petits trucs orange. C'est parce que ce soir-là, l'Inter avait vraiment ciblé Kimmich, la base créative, la base pour jouer des ballons très dangereux, et Olise qui était également une base créative qui allait être servie dans les pieds. Mais la réalité de ce match, c'est que si l'Inter arrivait à se prémunir de ses bases créatives, entre guillemets, ça allait passer. Alors à un moment, il y a un ballon en profondeur pour Olise qui va être où Bastoni va pas être loin du carton rouge, mais ça va passer. Évidemment, avec d'autres profils, ce serait plus compliqué, on va y revenir, mais ça dit beaucoup sur Inzaghi ce match, au-delà de l'aspect offensif qui pourrait être largement un sujet à part, parce que ce soir-là, l'Inter a fait des choses aussi très intéressantes dans un système qui a rien à voir avec 5-3-2. Mais Inzaghi, en fait, ce qu'on apprend vraiment de ce match, et ça confirme ce qu'on avait vu de la finale de 2023, c'est qu'il rate jamais une occasion de monter son bloc. Et si jamais c'est la chose à faire, il va le faire. Et là, on le voit bien, c'est du 1 pour 1 partout. Et le Bayern va être gêné par cette pression totale. Et au moment où l'Inter ouvre le score, l'Inter est devant dans la possession du ballon. Mais même si c'est pas une chose qui saute aux yeux quand on regarde le match en direct, mais l'Inter a été très entreprenant ce soir-là. d'accord. Et justement, ce 5-3-2 où on voit marquage 1 contre 1 est rendu possible notamment parce que ce soir-là, de par les joueurs alignés côté Bayern, il n'y a pas de joueur qui va attaquer vraiment la profondeur. Les joueurs les plus verticaux du Bayern ne sont pas là. Le distributeur numéro 1,5 avec Kimmich, à savoir Musiala, n'est pas là. Et comme tu dis, immédiatement Inzaghi s'adapte et fait remonter son bloc de quoi 20-30 mètres au moins, quoi. Ça reste quand même Ouais, un ouais, truc. et puis surtout, sur tous les temps de jeu défensifs, c'est les deux attaquants de l'Inter sur les deux défenseurs centraux du Bayern. C'est vraiment une pression totale. Il n'y a pas d'avantage numérique. Et sur l'image, on voit que le joueur qui est en bas de l'écran, c'est Darmian, le piston droit. Il est branché sur Stanisic, l'arrière gauche du Bayern. Il vient pas faire le quatrième défenseur. Ouais.
Ensuite, au match retour, il y a adaptation donc du Bayern qui passe. Attendez, ça c'est toujours Inter. Est-ce que tu veux que je montre la photo quand l'Inter déclenche et assume le 1 contre 1 contre le Bayern, par exemple, pour montrer un peu si tu veux un peu illustrer la chose. Pourquoi pas, ouais, Voilà. à l'aller ou au retour? Là, je suis à l'aller toujours. Ah oui, oui. On voit, Ok. par exemple, Bastoni qui sort très haut de sa ligne. Attendez, je vais vous l'entourer en rouge, l'ami Bastoni, qui est un joueur très important de l'Inter, qui est donc le stopper gauche, mais qui est même un peu plus que ça. Bastoni, vous le voyez, il sort totalement de sa défense centrale et il va se promener jusque-là. Il n'hésite pas à aller chasser Konrad Laimer. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi le central gauche sort jusque sur le relayeur droit, même qui était l'arrière droit ce soir-là, du Bayern? Oui. Voilà, Ouais, voilà. évidemment, l'Inter peut pas passer tout le match dans le camp adverse à presser comme des dératés il y a un moment où ils se font quand même un peu soumettre. Mais on le voit d'ailleurs avec la gestuelle d'Inzaghi sur le côté. Quand il lève les bras, de ce que je comprends, ça veut dire on reste 5. Parce que quand ils se mettent en bloc bas ou médian bas, ils se remettent en 5-3-2 dans une organisation un petit peu plus zonale, même s'il y a des petits ajustements. Mais dès qu'ils en ont la possibilité, ils redéclenchent. Et en fait, là, le ballon est dans les pieds d'Eric Dyer. Ça ne saute pas aux yeux, évidemment, Alors, avec cet angle de caméra. Et on d'ailleurs, est voit que celui le plus à Olivier. droite, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. D'ailleurs, je l'encadre en bleu. Voilà, c'est Suisse, c'est le plus bas sur le terrain d'ailleurs. Et donc le Bayern se retrouve dans une séquence où finalement l'Inter va faire sortir son central gauche comme ça très haut. Et c'est une pression totale et en fait c'est un redéclenchement de pressing. Et l'Inter en fait dans ce match-là ils vont le montrer dans le dernier quart d'heure où ils vont être mis sous grosse pression et ils vont ouvrir des gros espaces en bloc bas. En fait l'Inter n'est plus si performant que ça en bloc bas et il n'aime pas être en bloc bas. C'est pour ça qu'il travaille plus sur la source que sur la destination. Et ça va sans dire face au profil du PSG, notamment Gvara ou Désiré Doué, qui peuvent aller chercher le lucarne opposé des deux pieds sur un pas et à se faire étouffer par Paris. Et plus que jamais, tout indique qu'ils vont quand même être entreprenants défensivement contre le PSG. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette configuration qu'on voit là, si c'est un autre profil Colisée plus capable de prendre la profondeur, là, il y a un contre 1 à aller chercher avec Augusto, Ouais, ce qui pouvait se permettre face à Olysée et ce qui ne pourrait pas se permettre face à un profil comme, par exemple, Bradley Barcola. ok. Est-ce que tu veux que je montre un peu le retour, la capture, le back 3 du Bayern? Comment est-ce que l'Inter s'est adapté? Non, Oui, oui, je- parce que tiens, là c'est une capture, c'est justement comment le Bayern a ensuite fait mal à l'Inter au match retour. Et si tu veux expliquer justement les adaptations un peu bavaroises pour les gêner, quoi. C'est la capture normalement, je sais pas si tu vois ouais. laquelle c'est. Est-ce que tu veux expliquer ce qu'il faut Oui, chercher je dessus? vois. Voilà. C'est assez simple ce que fait le Bayern au match retour. D'après moi, ils ont arrêté de sortir avec cette espèce de 2+2 où ils cherchaient, entre guillemets, à être sous pression pour avoir un équilibre, pour avoir un rapport de force numérique qui soit le même de l'autre côté du terrain. Le Bayern de compagnie, c'était un peu ça. Tu peux nous presser à un contre 1, on n'a que Neuer comme homme libre. Et de l'autre côté du terrain, attention, nous aussi, on sera 4 contre 4 ou 5 contre 5. Contre l'Inter, ça n'a pas marché. Et donc, au match retour, nettement, on a vu que ce soit Kim, d'ailleurs, Goretzka ou même Kimmich, parce que ça a changé. Ils ont cherché l'homme libre dans le half space, selon un schéma qu'on pourrait presque qualifier de stéréotypé, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est qu'il montre le chemin face à l'Inter, parce qu'on voit qu'Olysée et Sané fixent donc les pistons interistes et Harry Kane dans un mouvement qu'on va pouvoir lier avec les mouvements du PSG offensivement, il va faire ce que j'appellerais un décrochage diagonal. En gros, il va là où Pavard ne peut pas le suivre. Et avec cette méthode, le Bayern va casser rapidement la pression de l'Inter. Et l'Inter, dans ce match-là, va s'en sortir surtout grâce au coup de pied arrêté. Ils vont mettre 2 corners en 5 minutes, mais ils vont être au supplice face à la possession du Bayern, ce dont ils n'ont pas à rougir d'ailleurs. Euh, mais du coup, cette base à 3 pour sortir, et là ça va être très clair quand on compare les positions moyennes, va être copiée par le Barça, avec Koundé central droit à l'aller Attendez, et avec donc Eric Garcia central droit au retour. Et très clairement, et cela va pousser l'Inter à changer son animation défensive et à regardez. passer avec Euh, trois je, attaquants. je vous ai posé les heatmaps de l'aller et du retour. L'aller, vous voyez l'Inter est dans un tout petit couloir.
Et le retour, c'est quand même beaucoup plus excentré. On voit que ça tend à justement à étirer le bloc interiste. C'est ça un peu l'idée, Victor. Fixer au large et puis après attaquer dans le fameux half space, quoi. Oui, et puis alors, d'aucuns pourront dire que c'est capillotracté, mais je trouve que c'est assez net à gauche, en haut à gauche, quand on regarde le Bayern, on voit que la sortie de balle, c'est clairement 2+2. Et en fait, au retour, ça saute pas tellement aux yeux parce qu'ils ont pas mis toujours les mêmes joueurs dans ces zones-là. Mais clairement, au retour, ils ont cherché l'homme libre dans les couloirs qui sont en orange, c'est-à-dire les half space, c'est-à-dire qu'ils ont pris en gros Thuram et Lautaro sur la largeur et ils ont refusé que Thuram et Lautaro les mettent à 2 contre 2. Ils ont créé un Mhm. 3 contre 2 contre Thuram et Lautaro avec en plus des joueurs pour fixer les 8 de l'Inter et bien sûr Kane et Müller qui se déplaçaient en gros pour doubler le couloir pendant que Olise et Leroy Sané fixaient le piston. Et ils sont allés dans une zone où Pavard et Bastoni ne pouvaient pas les suivre contrairement à Tiens. ce qu'on a vu au match aller. Et donc, même si le Bayern a fini éliminé par les coups de pied arrêtés, qui comptent pour un but jusqu'à la preuve du contraire, ils ont un peu montré la feuille de route que le Barça n'a pas manqué de suivre. Voilà, je vous ai mis une capture, c'est le match retour, le Bayern a le ballon dans les pieds, et justement, ça montre la base à 3 pour éliminer le double pivot d'attaquant de l'Inter qui vient presser. Justement, ça les rend inutiles, et ensuite ils peuvent enclencher des temps de possession et être dangereux un peu beaucoup plus haut. Ah, est-ce que tu veux expliquer comment ensuite le Barça. Bah tiens, je vais mettre la réponse. J'ai Barça-Inter. Est-ce que tu veux que je montre la capture Barça-Inter, la capture numéro 30? Oui, oui, on peut y aller. On va y aller. Vous allez comprendre ce qu'il veut dire par adaptation. Attendez, je cherche la capture numéro 30. La voici. Donc, la voici, la voilà. On a côté Barça, une base à 3 avec, vous voyez, Martinez, Pau Cubarsí et Jules Koundé. Alors que normalement, le Barça joue avec une base à 4. Et on voit ensuite les trois milieux de terrain axiaux du Barça, Pedri, De Jong, Olmo. Yamal totalement à droite, totalement à gauche, là-haut, je me souviens pas, ça doit être C'est Gérard Martin. Gérard Martin, oui, puisque justement il était C'est un le... peu libéré. Et devant de Lewandowski, non pas Lewandowski, ça doit être Rafinha et Ferran, voilà, c'est ça. Je te laisse décrire ce que fait l'Inter en réponse, justement. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Du coup, comme le Bayern, et c'est certainement pas un hasard, le Barça, là, on le voit bien, va mettre une vraie base à 3. Et d'ailleurs, il y a un gif dans l'article où on voit les positions moyennes du Barça à tous ces matchs, enfin, les 5-6 derniers matchs. Et Barça-Inter, et on voit que Barça-Inter, c'est pas comme d'habitude. On voit bien que Koubarsi est plein axe, que Inigo Martinez est half-space gauche, et donc Koundé half-space droit. Et pour éviter ce surnombre, et d'ailleurs, à un moment, Tiens. on va voir Inzaghi qui va mettre une petite décharge électrique à Mkhitaryan. Il a demandé à Mkhitaryan de devenir véritablement le troisième attaquant d'un 5-2-3 pour appliquer cette pression un peu totale sur, euh, sur, euh, sur le Barça. Et c'est là où il faut se méfier de l'impression du direct. Et pour moi, le premier, parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue, le Barça a été dominant contre l'Inter. L'Inter a fait 3 tirs dans le match, dont 2 corners qui ont donné 3 buts. Mais l'intention de l'Inter ce soir-là, c'était d'appliquer un bloc haut. Et d'ailleurs, les buts du Barça ce soir-là, mis à part le but sur corner de Rafinha, c'est des buts sur attaque rapide et quelque part, c'est des buts sur transition. L'Inter vient de faire une double transition. Ils récupèrent puis ils rendent la balle et ils se font prendre dans le dos de la défense. Donc ce soir-là, l'Inter a été conquérant. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette organisation offensive du Barça, elle ressemble beaucoup à l'organisation offensive de Paris, avec 3 défenseurs, plus ou moins 5 joueurs à l'intérieur du jeu et 2 joueurs très larges. Alors, je vous montre par exemple le 5, le PSG contre City cette saison en Ligue des Champions. Bah, vous voyez exactement ce que vient de vous dire Victor. La base à 3, un peu les trois milieux, les deux attaquants axiaux. Donc là, c'est la première mi-temps. Donc on voit Doué et Lee par exemple, et les deux mecs qui fixent sur les côtés. À droite, Hakimi, à gauche, Barcola. Vous retournez l'image, globalement, vous trouvez un peu la même chose. C'est un peu ça l'idée, Victor. Mhm. Voilà. Euh, Et Vas-y, je t'en prie. non, ce qui est intéressant dans le parcours du PSG, c'est qu'ils ont joué contre une défense à 5, même plutôt une défense à 6. C'était Aston Villa. Mhm. Et du coup, quand on regarde comment Paris s'est comporté contre Aston Villa, et ce que Paris a essayé de faire,
on a une bonne projection sur ce que Paris va certainement essayer de faire contre l'Inter et aussi pourquoi Attendez. l'Inter n'a pas d'intérêt à rester bloc bas défensivement contre Paris. Et Je si tu vous... veux, tu peux mettre Le la problème, 22. C'est un gif de 2 images. ah ok, donc si c'est un gif de 2 images, on ne sera pas striké, je peux la mettre. Voilà, c'est Bastoni. Ah et par contre il est énorme, tu m'as sorti un gif de Goré. Attendez, je vous fais un truc propre. Ça, il faut que je déco... Hop, ça. Ah, voilà. Attendez, voilà, on va dire que ça se met comme ça pour l'instant. Voilà. En fait, donc Digne, c'est le mec avec la flèche rouge qui monte, qui est justement le rôle de Bastoni, qui est repris avec Digne dans ce rôle en fait du central gauche qui va suivre l'attaquant axial. Mais c'est là où ça devient dangereux pour Aston Villa, c'est que Hakimi, lui, qui est donc le mec tout en haut avec la flèche, si Vitinha le sert, il y a l'espace qui s'ouvre entre le central gauche, le central gauche, si je peux me permettre, qui était, si je de mémoire, Pau Torres, et comment il s'appelle, Ramsey, l'ailier gauche qui faisait le sixième sur la largeur. Et c'est là où Digne et Bastoni auraient pu se retrouver en difficulté, mais là où justement tout à l'heure Michael Olise ne pensait pas attaquer l'espace. Et, C'est ça. ouais, et puis surtout, comment dire, l'Inter peut pas se trouver dans cette situation en fait. Donc ils vont être obligés de laisser Paris loin de cette situation dans le camp adverse. Euh, et ce mouvement de Dembélé, c'est le même mouvement que celui d'Harry Kane. Parce que Mbele est Du coup, on peut avant-centre et penser que Paris décroche. va essayer de faire la même chose. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres petits éléments? Parce que là, j'ai mis une photo monumentale en taille. Euh, Est-ce que tu veux expliquer ce que la ligne, enfin le petit changement Inzaghiesque 5-2-3, 5-3-2 de, comment dirais-je, de Barcelone? Qu'est-ce qu'il a fait exactement là-bas? Parce que comme on voit sur la compo qui est au Camp Nou, l'Inter n'est plus totalement en 5-3-2 quand il s'agit de défendre et passer en 5-2-3. C'est-à-dire que pour coller en fait aux joueurs défensifs barcelonais, Mkhitaryan, qui est donc en théorie le relayeur gauche, le 8 gauche, se retrouve à jouer quand même un Mhm. cran plus haut, c'est ça? Oui, parce que sinon c'était un homme libre face au jeu et derrière trop de souffrance pour l'Inter. Parce qu'en fait, l'élément qu'il faut mettre en avant, c'est les temps de jeu en bloc bas contre le Bayern. Quand le Bayern a réussi à s'installer dans le camp de l'Inter, quand Leimer a commencé à attaquer le demi-espace et que Olise était à la baguette et qu'il y a eu énormément de courses qui ont mobilisé les défenseurs de l'Inter. En fait, à ce moment-là, Acerbi, notamment, a vraiment montré des grosses limites, notamment dans sa capacité à changer de direction. L'Inter a pris un but au match retour et ils ont failli se faire éliminer à cause de cette faille. Et c'est pour ça que l'Inter a intérêt à rester haut. Mais pour rester haut, il faut bien mettre la pression sur la première relance. Et pour mettre la pression sur une première relance où il y a 3 joueurs, eh ben, il faut 3 attaquants. Effectivement. Et si on se projette sur le match de Paris, Faut eh ben, on peut penser que cette capture, par exemple. Donc là, on voit le PSG dans tout ce qu'il a de plus classique, hein. On voit les trois mecs de derrière. Avec, bon, t'as mis Pacho, t'as mis donc Pacho Marquinhos en centrale, ça change pas. Mais plutôt que de mettre Nuno pour écarter le bloc, plutôt que de mettre Gvara tout à gauche, comme peut le faire Barcola, tu as mis donc Nuno qui joue un cran plus haut comme contre Aston Villa et Fabian qui fait le central gauche en fait. C'est bien ça l'idée. j'ai pas osé mettre Barcola alors que la thèse tient tout à fait debout, mais on peut penser que si Barcola ne débute pas, comme c'était le cas contre Aston Villa, où c'est donc Fabien Ruiz qui est venu souvent se mettre dans la position du central gauche, on peut penser que Lucho va utiliser la vitesse de Nuno et de Hakimi pour fixer Di Marco et l'empêcher de sortir. Mhm. Et là, l'intérêt Est-ce justement, qu'on vas-y, excuse-moi, continue. Ouais, je disais, ce qu'on peut penser d'un point de vue PSG, parce que Marquinhos et Pacho, c'est quand même à mi-chemin entre une défense à 3 et une défense à 2. Et Nuno, il est à mi-chemin entre central gauche et latéral gauche. Du coup, ce back 3, il penche un peu vers la gauche du PSG. Et par conséquent, si jamais l'Inter laissait le même 5-2-3, on se retrouverait avec Thuram ailier droit, plus bas que Mkhitaryan et Lautaro dans l'axe. Donc tout invite à penser
et je vais te passer l'image qui illustre ce dont je parle, c'est une à la fin, que ce sera plutôt Barella qui va avoir ce rôle-là contre Paris, entre guillemets, du troisième attaquant. Si tu veux, tu peux mettre la capture numéro 33. Bah, c'est celle Moi, que je j'ai pense que en ça va cours, hein. donner à peu près ça. C'est celle qui était affichée, la Ah oui, 33. ok, pardon. J'étais à l'ouest. Non, mais c'est pas grave. En Désolé. fait, Et du coup, ce que vous dit Victor, c'est qu'en gros, au lieu d'avoir, comme sur contre le Barça, euh, Thuram qui presse. Attendez, c'était comment enfin bref. Il y a inversion. Mkhitaryan repasse vraiment relayeur et c'est Barella qui fait le faux ailier droit, justement, pour coller au back 3 de Paris, quoi. moi, je pense que tout indique que ce sera ça, parce que sinon, ça voudrait dire Thuram ailier droit et Mkhitaryan avant-centre. Alors après, il y a une autre possibilité, je pense, et même qui est très très possible, c'est que Thuram et Lautaro soient inversés. Parce Mhm. que contre le Bayern, Kim et Eric Dyer étaient dans une configuration à l'aller. Ils ont inversé au retour et Inzaghi a inversé à son tour pour que Thuram reste avec Eric Dyer, qui évidemment aura du mal à matcher sa vitesse et sa puissance. Et il est possible Inzaghi et Thuram essayent la même chose contre Marquinhos, même si bon, Lautaro il a des qualités à faire valoir aussi contre Marquinhos. Mais c'est tout à fait possible qu'on ait Lautaro attaquant axial droit et Thuram attaquant axial gauche dans cette organisation-là de l'Inter. Pour avoir Marquinhos face à Thuram et Lautaro face à Pacho. Et pas le contraire. L'idée, c'est ça. Donc. Mais là, ce qu'il Oui, y a. c'est très possible. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait contre le Bayern. Ouais, bah après, ils ont la chance d'avoir deux attaquants qui jouent en duo et qui sont interchangeables, donc ils en profitent. Là, ce qui est intéressant dans ce que tu mets, c'est vraiment la fixation pour moi des deux latéraux, à savoir le double duel Hakimi contre Di Marco et Dumfries contre Nuno. Parce que globalement, c'est des... c'est parmi les meilleurs pistons de la planète des deux côtés. Et tu te retrouves un peu à tenter de. Bah, tu as d'un côté une animation collective où tu te dis que il faut mettre les pistons de l'Inter le plus bas possible, parce que c'est là où ils sont le moins dangereux ensuite pour repartir de l'avant. Mais côté parisien, ça veut dire que tu vas demander à tes latéraux de jouer vraiment très 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 haut, quoi. C'est c'est un choix un peu osé quand même, on va dire. Oui, et puis c'est ce qu'on a vu contre Villa. Et une des choses qui avait vraiment gêné Aston Villa, d'ailleurs, je pense qu'on peut considérer que la frappe de Dembélé du gauche au début du match, c'est un vrai décalage et pour le coup une grosse occasion ratée par Dembélé. C'est que ce dont je me suis aperçu en faisant cet article qui m'a semblé percutant pour la finale, c'est la similarité entre l'approche offensive du PSG contre Liverpool et l'approche offensive contre Aston Villa. Parce que là, Joao Neves, Gvara et Doué Dembélé, moi j'appellerais ça des duos half space. Et Mhm. on a vu sur le but, lapsus, ce fameux décalage où Dembélé va tirer du gauche au-dessus. Euh, Digne, il peut pas gérer en même temps Doué et en même temps Dembélé, qui étaient tous les deux half space droit ce soir-là. Après, contre Liverpool, c'est un plan qui a bien marché, mais qui n'a pas non plus fait de décalage. Mais je suis quasiment certain que ce Ah, sera cette approche contre l'Inter, parce que c'est une approche qui dissuaderait Pavard ou Bissek et Bastoni de sortir et qui installerait Paris dans une certaine domination. Mais ce soir-là, là sur l'image, on voit c'est très clair. Voilà, pour le coup, Hakimi était half space. On avait Hakimi Kvara là ici dans le half space droit et Nuno Qui fixe à et Jean l'extérieur. Neves Ouais. dans le half space gauche. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est que pour Liverpool, c'est très compliqué à gérer. C'est que Gvara va décrocher au moment où Hakimi va attaquer la profondeur, mais les deux peuvent faire le contraire. Et c'est là où ça devient très dur à gérer et où ça génère de l'erreur. Parce qu'au bout d'un moment, que ce soit Van Dijk ou le mec qui gère Hakimi, qui m'a l'air d'être Gravenberch, si je me trompe pas, c'est très compliqué. Tu suis lequel? Tu suis Gvara qui décroche et qui peut servir de relais, se retourner ensuite être face au jeu, ou tu décroches parce que tu veux gérer ta profondeur avec Hakimi. Et sachant que le PSG surcharge ses zones à chaque fois, que les joueurs, au fur et à mesure que le PSG a le ballon, que Vitinha touche le cuir, s'inversent les positions, c'est très 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 dur à gérer pour la défense parce que au bout d'un moment, tu pars avec une idée, mais le PSG contorsionne tellement son système que c'est très dur de suivre cette idée. C'est ça, Victor, lié un peu la façon de penser côté parisien. Oui, entre guillemets, on peut penser que c'est un peu inévitable que sur une situation comme celle du schéma PSG Inter fictif,
à un moment donné, Kvara va pas se tourner, par exemple, dans le half space, et que là, ça va pas être compliqué pour l'Inter. Et du coup, bah, selon la logique de tout pressing haut, l'Inter a plus un intérêt à travailler sur la source que à travailler sur la destination, même si, et on le voit dans le pressing de l'Inter qu'on a vu au début du podcast contre Manchester City. Ce qui est notable avec ce 5-3-2, 5-2-3, c'est que sur le papier, Çalhanoğlu et donc à l'époque Brozovic, c'est le 6, mais en réalité, c'est quasiment le 10 d'un 5-2-1-2 au moment où il déclenche le pressing et Çalhanoğlu qui va devoir aller sur Vitinha sur les phases de pressing haut et se replier en cas de passe verticale pour l'intercepter est souvent en grande difficulté dans ces moments où il doit faire des contre-efforts absolument terribles. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en deuxième mi-temps lorsque l'Inter est tout proche de concéder un penalty contre le Barça Ouais, avec la Mkhitaryan qui faute, découpe Lamine Yamal. ouais, la fameuse faute juste devant la surface où on sait pas trop si c'est Ouais. faute ou pas faute. Voilà. Enfin, si, on sait qu'il y a faute, Bah, mais on sait pas où elle est exactement, quoi. ouais, en tout cas, d'un point de vue prospectif, on peut dire que c'est penalty pour Barcelone. S'il y a 10 fois cette action, on peut certainement penser qu'il y a 8 fois penalty. Et en fait, cette action, le truc, c'est Çalhanoğlu, en phase défensive, il doit s'envoyer des efforts et des contre-efforts. Et en fait, dans cette séquence qui va être absolument terrible pour l'Inter, il va faire 10 allers-retours entre sa destination au moment du pressing haut et son rôle de venir un peu aider zonalement la défense à 5 si le pressing est cassé. C'est pour ça que Thuram Barella et Lautaro, ou Barella, Lautaro et Thuram vont un peu avoir, à mon avis, le match dans leurs mains dans ce qu'ils vont faire sur la sortie de balle de Paris. Et on pourrait même parler de ce que Paris va faire dans le premier aspect que j'abordais dans le papier 5-5, le moment où Paris est à 4 derrière. Parce que là, Hmm. l'Inter fait encore un autre pressing, et c'est sur ce pressing-là qu'ils ont ouvert le score contre Barcelone. Pressing très haut qui paye, par exemple, ça. C'est ça de mémoire. Je me souviens plus comment ils jouent le score Ouais, contre et là, Barcelone, je t'en prie. Vas-y, ouais, excuse-moi, oui. non, je disais, et là, à ce moment-là, il y a plus de 5-3-2. Ils se mettent en pression totale. Bah, c'est la dernière capture de l'article, c'est la 38. Exactement ce Et que là, j'allais te les dire, deux c'est la pistons sortent 38. sur les deux latéraux et c'est un contre un partout sur le terrain. C'est hyper dur à tenir. Contre Ouais. Barcelone, ils ont souffert comme pas possible, mais ils étaient obligés de prendre ce risque, sinon ils allaient finir par craquer tôt ou tard. Hmm. Effectivement, là, on voit vraiment ça, c'est 1-1 sur tout le terrain et bah, à part Donnarumma évidemment, parce que ça, gardien, ils vont pas envoyer Sommer le marquer, hein. Mais oui, ça peut vite être. Et là, le PSG, par exemple, Gérone avait un peu proposé ça au Parc des Princes et il s'était fait prendre dans le dos parce que le PSG avait su sortir, si je me souviens bien. C'est ça l'action de Gérone, la fameuse action que tu avais Oui, mis. Paris avait réussi à casser la pression et derrière, je crois que le bloc avait un peu reculé et le match avait Ouais, un c'est peu ça. perdu du rythme. Mais, C'était ça. et Ils pour étaient le coup, venus je pense presser que très pour haut. l'Inter a intérêt à le faire. D'accord. Question qu'on me pose sur la live. Je suis désolé, c'est très théorique. Attendez, je me suis trompé. C'est pas le 37, c'est le 38. Attends, elle va pas me striker ma vidéo. Ouais. On nous dit si l'Inter n'a plus la condition physique au fil des minutes, est-ce qu'ils vont finir par faire du 1 contre 1? Ou c'est plutôt le À contraire? double intérêt pour eux d'aller faire leur provision sur le début du match. Après, ils ont droit à 5 changements, hein. Il faut pas, les Zielinski et compagnie, ils vont rentrer et ils vont devoir faire le même job. Ils l'ont fait contre Barcelone. L'Inter a joué 1 heure avec Taremi et Thuram en attaque, mais c'est clair que la capacité des Interistes à faire ça tout le match est importante. Après, Paris aussi, en termes de rythme, a eu des hauts et des bas Hmm. dans ces différents tours en Champions League. Moi, il y a une question qui m'interpelle quand je t'entends en parler, savoir à quel point le dispositif de l'Inter semble très énergivore, quand même, parce que bah, ce que tu disais sur Çalhanoğlu, qui a quand même 31 ans, hein, c'est un 94, qui doit s'enchaîner des contre-efforts de malade. On sait que le PSG est connu pour avoir une possession qui use les joueurs adverses, notamment. Bah, les siens aussi, évidemment, mais surtout les joueurs adverses. Euh, Est-ce que malgré ce que tu dis sur les changements, tout ça, l'Inter va quand même pas avoir peut-être du mal à finir le match à force, non? Bah, je pense que l'option la plus risquée en termes d'économie d'énergie, entre guillemets, pour l'Inter, c'est justement de rester bas. Parce qu'il y a Mhm. la transition, il y a la défense qui pompe de l'énergie, il y a la transition qui pompe de l'énergie, mais je pense que le plus terrible pour l'Inter, et on s'en est aperçu au match aller contre Barcelone, il y avait une interview très intéressante de Marcus Thuram après le match, quand il avait dit c'est un vrai cauchemar de jouer contre eux. Parce qu'il avait dit le plus dur, c'est pas en substance, il avait dit, si je me souviens bien, le plus dur, c'est pas tellement de défendre, c'est la vitesse à laquelle
ils te reprennent le ballon quand tu crois l'avoir récupéré. Et quand tu es en bloc bas en 5-3-2, les cibles pour jouer vers l'avant, elles sont quand même bien identifiées. Et Mm. si elles sont bien identifiées, il y a de bonnes chances qu'elles soient bloquées. Et si tu repères la balle, parce que Di Marco et Dumfries, quand l'Inter récupère la balle, il faut qu'ils envoient tout de suite un sprint pour se projeter vers l'avant. Si ce sprint il est suivi d'un autre sprint vers l'arrière, puis d'un autre vers l'avant, puis d'un autre vers l'arrière, je pense que c'est ça qui est le plus épuisant. C'est ce qui a fait la beauté de ce match retour contre Barcelone, c'est qu'il y avait une tension terrible euh, par le stress que représentait pour les interistes la capacité que le Barça avait à casser le pressing haut. Et avec Hans Flick, on sait qu'il y a un rythme qui est abominable pour l'adversaire. Euh, D'ailleurs, l'Inter a été très malin dans son utilisation notamment des touches. J'ai sorti un article aujourd'hui sur ce thème-là, c'est ce qui lui a permis aussi de survivre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bloc haut, c'est l'Inter va sûrement le faire parce que c'est la meilleure chose à faire. Pour la même raison qu'ils l'ont fait notamment contre le Bayern au match aller, et pour la même raison qu'ils l'ont fait finalement sur l'ensemble de ces deux matchs contre Barcelone. D'autant plus que Paris est quand même plus à l'aise au moment de travailler, enfin, je pense, Paris est quand même plus à l'aise au moment de travailler tranquillement une équipe qui est basse, Ouais. plutôt qu'au moment de voir véritablement trancher, même si ça fait partie de l'ambition de Luis Enrique d'avoir une équipe qui sait aussi trancher. Alors, il y a effectivement, globalement, le PSG est capable de sortir à peu près de toutes les situations de hauteur de bloc. Tu vas venir les presser haut, ils ont les joueurs en théorie pour sortir le ballon depuis l'arrière. Et là, par contre, attention, une fois que ta première ligne, ou voir tes deux premières lignes de pressing sont passées, tu te retrouves avec Barcola, Kvara, Doué ou Barco, et bah, genre Neves qui accompagne, ou Hakimi qui accompagne l'action. Et là, t'es l'adversaire, t'es mal quand même. Parce qu'il y a de la vitesse, il y a du dribble, il y a des joueurs qui savent utiliser les espaces. Voilà. Le PSG bloc médian, effectivement, c'est peut-être ce qui va le plus les gêner. Et bloc bas, bah ça, bon, c'est un peu notre quotidien en Ligue 1, hein, on sait faire. Et surtout, c'est pas ce que l'Inter sait faire le mieux en plus, si j'ai bien compris. On a perdu Victor, Ouais, c'est bon. non, à mon avis, ils le font beaucoup moins bien. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, c'est bon. Ils le font beaucoup moins À mon bien avis, ils le qu'ils. font beaucoup moins bien qu'il y a 2 ans. Ok. Et surtout, ils vont, le risque est trop grand de rendre les ballons trop vite, en fait. Et justement, par rapport à ce qu'on dit sur Çalhanoğlu, etc., pour eux, si jamais ils acceptent de reculer, ils vont être en difficulté. Et puis, je pense que l'Inter, bien sûr, va passer au peigne fin tout le parcours de Paris. Mais si on regarde certains matchs, comme par exemple le retour à Villa Park, Mm. il y a beaucoup de situations de danger qui viennent de la transition qui suit le pressing haut. Et notamment le but d'Arsenal, mais de nombreuses situations d'Arsenal au match retour, viennent du pressing haut. Et la façon dont Marquinhos va gérer la transition face à Trossard, après justement donc cette phase où ils vont forcer le gelon, Mm. certainement va pousser l'Inter à tabler là-dessus. D'ailleurs, la demi-finale de 2023, c'était un peu ça l'histoire du match. Le Milan de Pioli, qui était passé un peu sous les radars naturellement, mais qui avait quand même sorti Naples champion cette année-là, 4-0, je crois, sur les deux matchs, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ils avaient gagné C'est 3-0 ça. là-bas. Donc vraiment Ouais. défensivement très très costaud. Et Naples et l'Inter, ils s'étaient joués genre 5 ou 6 fois par an depuis 3 ans. Pardon, Milan et l'Inter. Et ce soir-là, clairement, le plan, c'était de jouer long et de jouer sur la transition en mettant l'adversaire sous pression sur le deuxième ballon. Donc il y a fort à parier que l'Inter va essayer de faire ça, surtout qu'ils ont un gardien avec des vrais pieds pour sortir de la pression. Et s'ils mettent Paris sous grosse pression, il y a aussi la possibilité de challenger Donnarumma et de le forcer à jouer avec ses pieds. Ils ne sont pas forcément son atout numéro un. Mm. Tiens, sur le live, on me disait, je pense que c'est la question, je suis désolé, j'ai du mal à suivre avec le live, avec les captures de ça. On me dit l'Inter, je pense que c'est le moment où tu disais sous pression que l'Inter dégage. L'Inter, c'est jouer le second ballon sur les ballons aériens, mais quand tu es sous pression, que tu dégages devant, pour l'attaquant qui reçoit, c'est pas du tout confortable en fait. Tu es dans des situations où tu n'arrives même pas à prendre la position préférentielle. Ton binôme est pas forcément à côté, et au contraire, ta deuxième lame, que serait les milieux de terrain, sont encore devant la surface puisque tu étais en train de défendre bas. Donc ce genre de long ballon, gagner des seconds ballons avec ça, c'est très très dur. Et c'est là où par exemple un attaquant qui sait jouer de haut but est très utile. Mais même Marcus Thuram, aussi fort soit-il de haut but, s'il se prend des saucisses pendant 40 minutes parce que son équipe est à l'agonie dans ses 16 mètres, il va avoir du mal à faire quelque chose avec ses ballons longs, hein. On n'est pas. Enfin, si vous voulez, Drogba dans les années 2000, fin des années 2000 était ce genre de joueur pour Chelsea où il arrivait à tout faire
bah, il arrivait à lui tout seul à gérer limite 2 centraux en même temps, tellement il était puissant. Marcus Thuram, mais pas non plus encore ce genre de bête athlétique qui est en mesure de faire ça, quoi. Sur l'affrontement, comment le PSG peut faire mal à l'Inter? Toi, depuis des semaines, avant même la finale de Coupe de France, tu disais que vu que l'Inter ne peut pas se retrouver à jouer en bloc bas parce que c'est beaucoup trop dangereux pour eux, et que finalement bah, ils vont être obligés d'être bloc médian voire bloc haut, l'ami Bradley Barcola a un coup énorme à jouer, si je comprends bien. Puisque c'est le meilleur joueur de profondeur du PSG et celui qui attaque le mieux les espaces, celui qui les lit le mieux. Donc forcément le plus à même à faire mal à une équipe qui a quand même son âge derrière, à savoir eh bien combien 37 ans pour Acerbi, et je sais même plus l'âge de Darmian, mais globalement ça carte vermeille à tout va. Oui, clairement, et non seulement pour la menace qu'il peut mettre à exécution en attaquant le dos des défenses. D'ailleurs, il a été bien utile lors de la première mi-temps à Villa Park, Mm. où il y a quand même des attaques rapides slash contre-attaques qui vont faire très très mal à Aston Villa et permettre à Paris de pas rentrer avec la catastrophe. Euh, mais aussi par la menace qu'il va représenter. D'ailleurs, il a commencé avant-centre contre Arsenal. Et presque toute la première mi-temps, il a joué avant-centre, même si c'était pas une grande réussite, c'était peut-être pas pour rien que Luis Enrique l'a mis à ce poste-là. Dembélé avait terrorisé Bastoni en tant qu'ailier droit du Barça lors de la campagne de 2023. Il lui a fait très très mal. Et le central de l'Inter, c'est Acerbi, donc tout est possible. Mais Ouais. c'est clair que puis ça éviterait d'envoyer Nuno, par exemple, jouer, jouer à la limite du hors-jeu avec un Vitinha défenseur central ou Fabian défenseur central, comme on a vu contre Liverpool, ce qui, en termes de transition offensive pour l'Inter, ouvrirait quand même des possibilités intéressantes. Donc j'ai du mal à ne pas voir Barcola titulaire sur ce match-là. Surtout quand on voit les risques que l'Inter a pris, hein. Oui, oui, excusez-moi, j'avais mal remis le son. Je disais, de ton côté, je vous avais remis là le podcast, enfin l'image de tout à l'heure. Je disais que Hakimi et Di Marco allaient probablement rester dans leur zone, et toi tu mettrais donc Barcola à gauche, justement pour attaquer la profondeur face à Dumfries de ce côté-là, plutôt que de mettre Gvara à gauche et Barcola à droite. Parce que si tu mets... Et je pense que dans... Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, continue. Non, je disais, si tu mets Barcola à droite, le problème, c'est que tu te retrouves à pas vraiment lui faire attaquer la profondeur parce que c'est plutôt Hakimi qui va le faire. Et c'est là le problème où tu as d'un côté, tu te retrouveras avec deux joueurs qui vont attaquer la profondeur plutôt que d'avoir un fixateur et un attaquant de profondeur. C'est un peu en ce sens-là que je trouve peut-être plus logique sur ce match de mettre Barcola à gauche en fait. Oui, puis il a ses repères aussi, notamment contre City. Il a fait ses matchs les plus marquants à gauche, si je dis pas de bêtises. Mais après, il y aura beaucoup de permutations, hein, parce que même contre Manchester City, on l'a vu parfois half space. Contre Aston Villa, on a vu des organisations totalement différentes euh, du PSG. Je pense que le PSG n'aura pas du tout envie, comme ils l'ont fait tout au long de leur parcours, d'offrir des repères clairs en termes de zone et en termes d'hommes à l'Inter. Donc quoi qu'il arrive, je pense que Barcola permutera avec ses collègues. D'accord. Euh, Justement, sur live, en fait, les gens étaient surpris que tu veuilles pas mettre Gvara à gauche. Parce que c'est bon, jusque-là, enfin, il a été beaucoup plus à l'aise à gauche qu'à droite. Euh, Qu'est-ce que tu en penses justement de ça, le fait de... Parce que c'est pas Gvara qui va beaucoup attaquer la profondeur dans le fond, c'est ça un peu l'idée, quoi. Non, moi je suis pas catégorique sur le côté de D'accord, Gvara. ok. Moi ce que j'observe c'est qu'il a les deux pieds de toute façon. Une des actions les plus marquantes c'est quand même le but refusé contre Liverpool où il est capable d'enrouler avec son pied gauche depuis le côté droit, mais tout est possible. D'accord. Tout est possible en termes d'organisation. Le truc c'est que plus tu vas être, comment dire, euh, j'arrive pas à trouver le mot, original dans ton organisation offensive, plus ta transition défensive peut être mauvaise. Et c'est vrai que Ouais, étouffer l'Inter et lui reprendre tout de suite la balle pour jouer des doubles transitions, c'est quand même une des meilleures chances que tu vas avoir de faire la différence et de mettre ton emprise sur le match.
D'accord. Est-ce que, donc tu nous as, tout à l'heure, tu as parlé un peu de l'ajustement que tu penses qu'Inzaghi va faire, à savoir ce possible 5-2-3 avec Barella qui viendrait marquer le central gauche parisien. Est-ce que tu imagines ou tu penses qu'Inzaghi pourrait faire un autre ajustement ou pas d'ailleurs? Euh, oui, Euh, je t'ai pris au non, dépourvu. franchement, j'ai du mal à imaginer. On pourrait penser 5-2-1-2 et avec peut-être Barella dans une sorte de rôle de 10 et Mkhitaryan mais Mkhitaryan devant la défense avec Çalhanoğlu, ça n'aurait pas trop de sens. Moi, honnêtement, je pense que ce sera Barella dans une sorte de rôle d'ailier droit et peut-être Thuram attaquant gauche. Ouais, ça c'est possible. Et peut-être Lautaro dans une sorte de rôle de numéro 10. Parce qu'après, le truc, c'est qu'on pourrait digresser sur l'aspect offensif et un autre sujet. Mais forcément, il y aura un lien entre ce que Inzaghi va essayer de faire offensivement et défensivement. Et offensivement, il fait des choses encore qui ont rien à voir avec, enfin, qui ont un peu à voir. Mais contre le Bayern, c'était une sorte de losange avec jamais les mêmes joueurs au même poste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Inter aura une logique par rapport à la phase suivante. Ils vont attaquer d'une façon qui sera cohérente pour perdre la balle, et essayer de ne pas perdre la balle dans des zones où ils vont se mettre en danger. Et même chose sur la façon dont ils vont presser, ils vont aussi penser à qui et où au moment où on récupère la balle. Mais eux-mêmes, ils peuvent pas non plus savoir comment Paris va s'organiser. Donc je pense que ça va se discuter certainement pendant le match. Mais c'est marrant, c'est que à t'écouter, l'Inter est peut-être le PSG représente une sorte de désordre organisé, alors qu'au contraire l'Inter est peut-être plus organisé, mais s'adapte plus en fait à chaque match, non? C'est un peu deux équipes quand même assez jumelles, hein. D'ailleurs, on l'avait dit dans le podcast sur le 5-5 où je disais, je parlais d'Inzaghi et je disais Inzaghi Ball cette année, justement, c'est au PSG. C'est deux équipes qui ont un modèle de jeu avec trois défenseurs, mais qu'ils modifient. Bon, peut-être Lucho, il est quand même plus dans un truc où il y a un modèle de jeu qui est très clair. Et moi, ce que j'observe, c'est que les cinq à l'intérieur, ils bougent selon l'adversaire. À Mhm. Arsenal, le match aller, c'était très clair que Jean Neves était très très haut, qu'il y avait une volonté de faire reculer le bloc. Quand il joue contre 4-4-2 en zone, on voit que les 2-6 ont le loisir de se projeter. Quand il joue contre une défense à 5, parce qu'il me semble que Liverpool, ils le font souvent de se retrouver plus ou moins à 5 en phase défensive, comme il était sur la capture plus haut. Ouais. Lucho m'a l'air plus mécanique et Inzaghi plus organique, entre guillemets. Mais les deux sont quand même très très directifs et rien n'est fait au hasard, à mon avis. Oui, non, ça se voit globalement que leurs équipes sont pas du tout. Le hasard n'a pas beaucoup de place dans l'une ou dans l'autre. L'expression du joueur évidemment, mais le hasard n'est pas trop présent, on va dire. Je connais des équipes où le hasard est très présent. On pense à toi, Christophe. On t'a pas oublié au PSG. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur un peu la façon dont Inzaghi s'est adapté, sur ce que tu penses que le PSG va proposer défensivement, offensivement? Si tu veux juste redire que tu as publié un excellent article justement sur toutes les adaptations d'Inzaghi sur ton Substack ou directement sur PayHip si vous voulez payer que pour l'article. Je te laisse libre si tu as encore des thèmes à aborder ou pas. Oui, bah, vous pouvez aller voir cet article si vous voulez vous abonner ou le prendre à l'unité, ou sinon en accès libre, il y a un article qui est sorti aujourd'hui sur les touches de l'Inter et ça permet de digresser sur ce thème qui était très très lié à l'animation offensive de l'Inter. Après, c'est une finale. euh, Moi, je pense qu'en termes de scénario de match, tout est possible. Que ce soit un match fermé ou un match ouvert, mais j'y pensais cet après-midi. Même si le match part un peu en farandole de but, parce qu'il faut savoir que l'Inter n'a pas pris de but pendant la phase de. Si je dis pas de bêtises, ils ont Un pris seul. 0 but pendant la phase de Ligue. Ils en prennent un à Leverkusen Ils puisque ont- c'est leur seule défaite, ils perdent un zéro. Ah oui, ils ont pris un but sur corner à Leverkusen à la 85e minute. Et C'est c'est tout. ça. C'est quand même pas mal. Mais la phase de Ligue a été jouée avec un peu l'équipe B, avec une formule très très réactive défensivement. Et, euh, et donc, du coup, la phase finale, c'est pas la même chose. On a vu contre Barcelone, ça a été un peu une avalanche de buts. Mais même dans ces cas-là, bien défendre fera la différence. Donc, on verra comment le premier quart d'heure et les 20 premières minutes vont faire partir la rencontre. Mais le truc de l'Inter aussi, c'est que presser avec ambition et presser haut, ça peut être gagner des coups francs, ça peut être gagner des corners et même gagner des touches qui ont été très très dangereuses contre Barcelone. Et donc, du coup, ils ont tout intérêt à laisser la balle dans le camp de Paris. Très bien.
Bah écoute, une personne m'a dit, est-ce qu'on parle des coups de pied arrêtés? Bah, vous avez sur son profil, il nous a partagé l'article qui est gratuit, celui-là sur Sky Sport Suisse, sur les touches. Tu veux en parler, tu veux en parler rapidement sur qu'est-ce qu'elles ont de si particulière, les touches de l'Inter? C'est un peu comme, on me dit, est-ce que c'est les mêmes qu'Arsenal? Euh, Non, et franchement, je vous conseille d'aller lire cet article parce que c'est pas un thème qui est abordé très souvent et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et en fait, les touches dans cette demi contre Barcelone, elles étaient incroyablement décisives pour l'Inter. Donc, dans l'article, je parle un peu des touches. Je parle du fait qu'il n'y a pas d'enjeu sur les touches. L'Inter, ils se sont créés 3 énormes occasions sur des touches où, en gros, ils ont une stratégie très intéressante sur les touches parce que sur les touches, il n'y a pas d'enjeu évidemment. Et donc une équipe comme le Barça qui joue le hors-jeu, comme Paris, doit s'adapter sur les touches. Et en fait, Barcelone, quand l'Inter avait une touche, ils ont énormément reculé. Et c'est très net sur toutes les touches de l'Inter. Ils ont fait, entre guillemets, des touches lobées. Ils ont fait mine de jeter la balle tendue. Et d'ailleurs, en préparant l'article, j'ai regardé des petites interviews de Tony Pulis, parce qu'il s'était fait Ah, connaître avec les touches. Et à un moment, il dit, la nous, on légende, travaillait avec, comment il s'appelle, les Rory lanceurs, là, Delap. Rory Delap. son nom m'échappe, Rory Delap, et il disait on travaillait très dur nos touches et tout, et on demandait à Rory de lancer tendu, et en fait ce qu'ils ont fait l'Inter, ils n'ont pas fait ça. Les lanceurs, il faut savoir, donc à droite c'est Dumfries et à gauche c'est Bastoni, ils ont lancé lobé, et du coup le Barça était trop bas, il subissait la règle où il n'y a pas d'hors-jeu, et sur les deuxièmes ballons, il y a une volée de Mkhitaryan où Chesney est archi battu, ça passe juste à côté, et il y a une reprise en une touche de Çalhanoğlu qui passe également juste à côté. Il y a une énorme occasion pour Barella, et surtout, si vous vous souvenez, il y a le but un but tout fait de Barella où l'arbitre va siffler la fin de la première mi-temps de la prolongation sur la passe en profondeur, Mhm. où le Barça est pris aussi à la suite d'une touche vite jouée. Donc l'Inter peut faire beaucoup avec pas grand-chose offensivement. Donc c'est clair que l'aspect défensif peut être pivotal pour eux, parce que si jamais ils laissent Paris mettre prendre le match en main, il y a fort à parier qu'ils n'auront pas la capacité de tenir. Donc voilà, Très tous bien. les aspects sont un peu liés, coup de pied arrêté, touche, animation offensive, animation défensive, mais l'aspect maître, l'aspect principal, le fil rouge du match, c'est quand même ce que Paris va faire du ballon. Ouais, effectivement. C'est comment l'Inter va y répondre, mais la réalité, c'est enfin, une question, tu penses quand même que le PSG aura la possession, par exemple. Oui, oui, bah il y a fort à parier que Paris aura la possession, mais honnêtement, la domination territoriale, par exemple, ça, je demande un peu plus à voir. Parce que c'est vrai que le Barça a fait mal à l'Inter finalement avec beaucoup de verticalité. C'était un match qui était finalement très très intense où le Barça n'avait pas tant d'espace que ça. En tout cas, moi, en revoyant le match, j'ai pas vu le même match et je me suis aperçu que notamment Koundé, Inigo Cubarsí et comment? et pas au Et Cubarsí. Koubarsi, oui, bien, Voilà. merci. Et avaient finalement pas tant d'espace que ça. Ils n'avaient pas tant de touches de balles disponibles que ça avant de jouer verticalement. Donc même si le Barça était dominateur, c'est aussi parce qu'ils avaient une incroyable puissance verticale avec Yamal, avec Ferran, et puis aussi une qualité technique vraiment monstrueuse. Euh, Parce que Paris a eu des moments aussi où le match allait contre Liverpool, par exemple, où certains joueurs ont un peu déçu dans l'utilisation du ballon. Donc, euh, donc tout est possible et la sensation de domination, parfois, n'est pas forcément en Elle, adéquation avec le vrai rapport de force qu'il y a sur le terrain, elle peut être trompeuse, en tout à cas. mon avis. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des fois, tu as le ballon, tu crois que tu gères le match et sans t'en rendre compte, c'est l'adversaire qui le gère, en fait. Ça arrive. C'est frustrant, mais ça arrive. Ok, eh bien écoute, on a fait une bonne première preview de ce PSG Inter. Tiens, on me demande, tiens, si tu veux finir là-dessus. Question, comment l'Inter fait pour être aussi tueur avec aussi peu? Bah, alors, il y a la magie du mec sur le banc de touche et il y a le fait qu'au final, ils ont peut-être plus que ce qu'on imagine. C'est peut-être ça la fin, c'est qu'on croit qu'ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont des occasions, ils ont de la présence, ils ont des armes plus, plus que le cliché qu'on veut bien faire d'eux, non? Oui, et puis il y a la mentalité aussi de cette équipe qui est quand même expérimentée, qui a un entraîneur expérimenté. Bon, là, je pense c'est à peu près la même chose sur chaque banc. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect technico-tactique, il y a tout un tas de détails dans la façon, à mon avis, dont tu gères la journée aussi avant le match. Pour moi, le gros avantage de l'Inter, c'est quand même qu'ils ont perdu la finale il y a 2 ans. Donc vraiment, ils n'arrivent pas en terrain inconnu.
même si il y a des joueurs du PSG qui ont connu un peu ces sphères-là, comme Hakimi ou d'autres. Mentalement, c'est clair que c'est une équipe qui est très forte. C'est aussi une équipe qui est sur la fin, il faut le dire, hein. L'effectif va être renouvelé cet été. C'est aussi une équipe qui a plus ou moins choisi quand même la Ligue des Champions aux dépens de la Serie A. Donc, euh, donc à voir. Mais s'ils arrivent à faire si peu avec autant, c'est aussi parce qu'ils se transcendent. Et d'ailleurs, c'est un point commun qu'ils ont avec le parc. San Siro, tous les joueurs le disent, c'est pas le même stade, l'histoire de finale européenne, de grands matchs européens. Et on le voit bien dans le Money Time contre Barcelone. Mais avoir sorti le Barça, c'est un exploit tellement immense. C'est presque surréaliste pour ce qu'a réalisé l'Inter pour arriver en finale. Oui, d'ailleurs, eux, ils n'y croyaient pas eux-mêmes, hein. Enfin, c'est fou, c'est qu'on parle quand même d'un club qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions, 20 fois le championnat d'Italie, et t'as l'impression que quand ils ont éliminé le Barça, ils avaient gagné la compétition. Ils ont célébré ça de façon un peu, je vais pas dire trop, parce que je comprends, c'était un match tellement mémorable, avec un scénario tellement fou, mais c'est vrai que ça donnait l'impression que pour eux, ils avaient quelque part fait le plus dur, quoi. Donc, bon. Et non, ils sont pas favoris selon les bookmakers en tout cas. Le PSG est plutôt largement favori, hein, de ce que je regardais cet après-midi, du 1,60 contre 2,20 ou ce genre de choses. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour parler paris sportif, on se concentre sur le tableau noir. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Euh, on a un peu fait le tour avec Victor. Alors, on va essayer éventuellement de proposer un deuxième podcast de preview avant la grande finale en cours de semaine. On vous tient au courant. On espère que ça vous a plu. Je suis désolé pour les problèmes de son au début, mais normalement ça a été à peu près pour la suite. Allez, je voudrais remercier aussi les subbers. Merci à Ves92 et à Dingir87 notamment, ainsi qu'à Igogor qui a abonné plein d'abos communautaires tout à l'heure. Merci pour les subs. C'était très sympa de votre part. Je suis désolé pour le live, c'était pas très participatif, c'était un peu plus figé que d'habitude, mais avec Victor c'est un peu compliqué déjà de caler toutes les images. Il y a des problèmes de droit, vous voyez, je pouvais pas vous mettre les gifs parce que sinon l'UEFA va me dire monsieur ça va pas, vous avez pas payé vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on me dit que c'était super, donc je suis très content si ça vous a plu. Et on se retrouve au plus vite pour d'autres contenus. N'hésitez pas à aller voir Victor a publié donc sur Sky Sport en Suisse, c'est gratuit. Sur son Substack, évidemment, c'est payant parce que ça représente quand même un énorme travail. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 17 000 signes. Globalement, j'ai reçu un PDF de 33 pages pour préparer le podcast. Ça vous donne une idée Alors, il y a des captures d'écran, certes, mais il y a quand même beaucoup de lecture. Et c'est quand même assez construit et vraiment passionnant. Euh, merci pour le longue vie. On nous souhaite la mort de personne en revanche, mais merci pour le reste. Sur ce, on dit ChatGPT, fais-moi répéter. Un résumé. Ça va être compliqué. Je suis pas sûr que ChatGPT ou l'IA en général soit en mesure de résumer les concepts tactiques du football de haut niveau. Mais ça peut être un bon exercice en tout cas si vous avez accès. Sur ce, vraiment, bonne soirée à tous, bonne nuit. Un immense merci pour votre fidélité d'être là pour des podcasts comme ça, de sombres tacticiens de Twitter et autres. On vous embrasse et à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde, ciao ciao. Au philo, bonne soirée à tous. Allez, bonne nuit, bisous.